Alors faisons maintenant la section 2.5 qui est les coefficients de frottement. Dans le fond, le frottement, il dépend principalement de deux facteurs. Il va principalement dépendre de la normale entre les surfaces N, qui est donc plus qu'une surface, ils sont collés fort l'une sur l'autre, dans le fond, plus le frottement est fort. Donc, c'est sûr que s'ils sont plus collés, ils vont avoir plus de normale, donc la normale va être plus forte entre les deux. Fait que ça dépend là, on a plus de frottement dû à la normale. On va aussi avoir la rugosité des surfaces. Donc, c'est sûr que plus une surface qui est rugueuse, plus le frottement est fort. Plus la surface est lisse, moins qu'il va être fort. Donc, ça va dépendre surtout de ces deux-là. Donc, c'est les deux principaux qui vont vraiment dans lesquels on va tenir compte. On va simplifier vraiment en prenant seulement ces deux-là comme facteurs importants. Mais c'est sûr qu'il y en aurait d'autres comme moins importants, comme la température, le taux d'humidité, l'air de contact et les vitesses relatives des surfaces qui frottent ensemble. Mais nous, vraiment, on va négliger ces surfaces-là, ces facteurs-là. Donc, si on regarde les cas particuliers de frottement qu'on peut avoir dans des situations différentes, si on regarde un des premiers cas, un bloc qui glisse. Bien, un bloc qui glisse, dans le fond, c'est une caractéristique de cette situation-là, c'est qu'il y a un glissement. OK? Donc, il y a un glissement dans cette situation-là. Donc, comme le bloc y glisse, c'est un frottement qui est cinétique. Donc, on a déjà vu ça en secondaire 5. Donc, le frottement, c'est un frottement qui est cinétique. Donc, on va faire FC pour dire que c'est un frottement cinétique et va toujours être donné par cette valeur-là, donc FC, qui est mu C fois la normale. Donc, le coefficient de frottement cinétique va dépendre donc du matériel à laquelle on utilise, donc la rugosité, et dépend également de la surface. Donc ça, c'est le coefficient de frottement cinétique. Donc ça, c'est pour la première situation, va toujours être pris de cette façon-là. Si on regarde une deuxième situation, où ce que là, le bloc, il ne glisse pas. Donc pour s'il ne glisse pas, dans le fond, le bloc est immobile. Dans ce cas-ci, le bloc est immobile. Et il va être donné par un frottement statique. Donc là, c'est plutôt un frottement statique, c'est pas un frottement cinétique, parce que quand on ne bouge pas et qu'on n'a pas de glissement, donc on a un frottement qui est statique. Donc là, la deuxième loi de Newton doit être appliquée pour être capable de trouver le frottement. Il est en général différent de μs fois la normale, parce que dans le fond, c'est plus faible que le frottement statique maximal. Il va être souvent plus faible que ça. Fait que pour le trouver, on doit passer par les équations d'équilibre pour pouvoir le trouver. C'est un bloc qui est immobile. Donc, en fond, on ne peut pas utiliser Fs est égal à μs fois la normale. On ne peut pas l'utiliser ça en général. Ça va être toujours donc passer par cette équation-là pour pouvoir trouver notre frottement statique. OK? Par contre, s'il est arrivé au maximal, donc là, si le bloc est juste sur le point de glisser, donc là, le bloc, la situation dans ce cas-ci, le bloc s'apprête à glisser, s'apprête à glisser, il est juste sur le point de glisser. Donc là, on a le frottement qui est statique, mais c'est le frottement statique maximal. Donc là, si c'est le maximum, on peut utiliser Fs max, qui est égal à μs fois la normale. OK? Mais on peut aussi utiliser les équations, donc de la somme des forces est égale à 0, parce que dans ce cas-ci, ça va être encore valide. Donc on va pouvoir utiliser ça aussi, mais on peut utiliser le frottement statique maximal, qui est μs fois la normale, parce que c'est celui qui est au maximum. OK? Donc, mais le quatrième cas, c'est un cas un petit peu plus spécial. Dans le fond, c'est quand on a un roulement sans glissement. Donc là, si on roule, puis qu'on ne glisse pas, on ne dérape pas, donc on n'a pas de frottement cinétique, ça c'est sûr, parce qu'il n'est pas en train de glisser. Donc, par contre, pour être capable d'avancer, on doit s'agripper sur le sol. Donc, un roulement, dans le fond, c'est comme si on s'agrippe et ça fait en sorte que c'est un frottement qui est statique.
Donc, c'est un frottement qui est de type statique. Puis, pour pouvoir le trouver, il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, ici, il ne peut pas y avoir d'accélération, même s'il s'agit d'un frottement statique, par contre. Il peut y avoir, excusez-moi, il peut y avoir une accélération, même s'il s'agit d'un frottement qui est statique, dans ce cas-ci. OK. Donc, faisons un petit exemple d'un frottement qui est sur un plan incliné. OK. Donc, on a une rondelle d'acier qui est déposée sur un plan incliné, puis qui est également en acier. OK? Et on dit les coefficients de frottement statique et cinétique sont respectivement μs et μc. Donc, ils n'ont pas de valeur précise. On veut savoir, dans le fond, en fonction de θ. Donc, on veut savoir quel est l'angle θ de la rondelle juste avant qu'il soit sur le point de glisser. Donc, à quel angle θ la rondelle sera-t-elle tout juste sur le point de glisser. Okay? Donc, pour faire ça, il faut faire un diagramme de force. Donc, commençons par faire un diagramme de force. Donc, de la rondelle. Donc, supposons que c'est un bloc ici. Donc, la rondelle, quel type de force qui s'exerce est juste sur le point de glisser. Elle n'est pas glissée, mais évidemment, le mouvement serait vers le bas s'il se mettrait à glisser. Mais là, elle est juste sur le point de glisser, donc elle est immobile pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? Bien, on a évidemment du frottement qui la retient. Donc, on a un frottement qui est statique parce que ici, elle est encore immobile. Donc, c'est un frottement qui est statique. OK? Donc, comme elle a un poids, elle a donc une force gravitationnelle vers le bas. Donc, mg. OK? Donc, ça, c'est son poids. Donc, c'est sûr que selon l'angle d'inclinaison, on peut séparer, si on prend notre axe XY selon un plan incliné, on doit séparer en X et en Y le poids. Donc, c'est sûr que si on regarde et qu'on fait un triangle rectangle, ici, l'angle θ va se retrouver en haut, ici. Pourquoi? Ben, si on fait ici, on a un angle de 90 degrés, ça veut dire que de ce côté-ci, on a 90 moins θ. Et donc, comme ça, c'est un angle aussi de 90 degrés, donc on va avoir 90 moins θ, donc ce qui revient à dire θ. Fait qu'on va avoir θ à ce côté-ci. Donc, le côté X, c'est dans le fond le côté opposé à l'angle θ. Donc, comme c'est le côté opposé, on va avoir mg fois le sinus de θ. Tandis que le côté Y, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc, on va avoir mg cos θ à cet endroit-ci. OK? Donc, ça, c'est pour la décomposition du poids, dans le fond. Et puis, on a, faut pas oublier la force normale, dans le fond, qui est vers le haut, donc qui est l'appui. Donc, ça, c'est la normale. OK? Donc là, notre diagramme de force est complet. On peut alors trouver les équations, donc on peut faire la somme des forces en x et en y pour pouvoir trouver nos équations. Je vais commencer par la somme des forces en y parce qu'on a seulement une inconnue qui est n dans ce cas-ci parce que la masse, ben on pourrait la mettre en fonction de la masse, même si, oui, elle est inconnue ici également. Mais par contre, on peut faire somme des forces en y va être égale à m à y. Donc, c'est sûr qu'il est immobile. Donc, ça, si c'est immobile, ça veut dire qu'il est égal à 0. Donc, si c'est égal à 0, on a la somme des forces en y. On a tout d'abord ny, n, qui est en y. Et vers le bas, donc lui est positif, le n, et vers le bas, on a la composante en y du poids, c'est-à-dire moins mg cos θ. Donc, il n'y a pas d'autre force en y, donc ça veut dire qu'ils sont égales à 0. Donc, ça nous permet de trouver une première équation qui est la normale, va être égale à mg fois le cos de l'angle θ. Okay. Donc, faisons la même chose, mais maintenant avec la somme des forces en x. Donc, la somme des forces en x est égale à max. Donc, ici, AX est encore égal à 0 parce qu'il est encore immobile, il n'a pas changé, fait que là, il n'y a pas d'accélération en X, il est immobile. Et là, on applique les équations. Donc, en X, qui est vers le bas pour moi,
Donc, on va avoir mg sin de θ pour la composante en x du poids. Et on a le frottement statique qui retient tout ça en équilibre, donc F statique qui est égal à 0. Donc, on peut remplacer l'équation de frottement statique par mu S fois la normale. Donc, on va avoir mg sin de θ qui est égal, je vais le mettre de l'autre côté, à mu S. Excusez-moi, je vais juste effacer. Donc, qui est égal à mu S fois la normale. Okay. Donc, maintenant qu'on a une équation pour la normale, on peut prendre cette équation-là et la mettre à l'intérieur. Donc, on a mg sin de θ qui est égal à mu S fois mg cos θ. Donc là, on voit qu'on a mg de chaque côté. On peut le simplifier. Ça fait en sorte que mu S va être égal à sinus θ divisé par le cosinus de θ, ce qui est la tangente de θ. Donc, si on veut isoler notre angle, dans le fond, c'est l'angle θ. C'est donc l'arc tangente, donc l'arctan, du coefficient de frottement statique, donc mu S. Voilà. Donc, à la question B, on vous dit pour un angle d'inclinaison tout juste supérieur à l'angle trouvé en A, quelle serait l'accélération de la rondelle? Donc, on doit exprimer notre réponse en mu S et mu C, en fonction de mu S et de mu C. Donc, c'est sûr que s'il est un petit peu plus grand que l'angle trouvé avant, c'est que le bloc il va se mettre en mouvement. Donc, si le bloc se met en mouvement, le diagramme de force va être presque le même, parce que dans le fond, on a encore notre normale, on a encore notre poids qui est vers le bas, donc mg, qui selon les composantes, donc toujours selon l'angle θ, donc on va avoir mg cos θ ici, parce que l'angle θ est ici, et mg sin θ, c'est ce qu'on avait en A. Par contre, maintenant ici, le frottement est plus et se met en mouvement. Donc, il n'est plus un frottement statique, est un frottement maintenant cinétique. Okay? Donc, le frottement n'est plus le même. C'est un frottement qui est cinétique. Donc, on peut faire la même chose, prendre la même équation pour la somme des forces en Y en départ est égale à 0 parce qu'il n'y a pas d'accélération en 0. Je ne vais pas oublier mon axe XY, excusez-moi. Donc, s'il n'y a pas d'accélération, il n'est pas en train de soulever de la pente. Donc, on va avoir que la normale, m, moins mg cos θ, égale à 0. Donc, on a encore que la normale est égale à mg cos θ. Donc, ça, c'est la même chose. Par contre, quand on fait la somme des forces en x, donc là, la somme des forces en x nous donne une accélération. Donc, c'est m à x, parce que là, il y a du mouvement. Et donc, s'il y a du mouvement, on va avoir mg sin de θ moins le frottement cinétique maintenant va être égal à m à x. Okay? Et donc là, on cherche à trouver m à x. Donc, on peut remplacer le frottement cinétique par, oups, c'est un moins, mu c fois la normale, qui est égal à m fois ax. OK. Donc, si on prend la formule de n, puis on vient le mettre à l'intérieur, donc on va avoir que mg sin de θ moins mu c mg cos de θ est égal à m à x. Donc, on voit ici que le terme la masse est dans tous les termes. Donc, on n'a pas besoin,
on peut la simplifier et ça nous donne une équation pour l'accélération AX. Donc AX qui est égal à G fois sin de θ moins mu c fois cos de θ. Okay? Donc là, on veut une accélération en fonction une réponse, c'est-à-dire en fonction de mu s et mu c. Donc on veut enlever l'angle θ. Donc on sait que l'angle θ en A, on avait trouvé que l'angle θ était égal à l'arctane de mu s. Donc, on peut venir l'insérer dans notre équation. Donc, on peut venir l'insérer ici. Et on va avoir que AX va être égal à G fois le sinus de l'arctangente de mu s moins mu c fois le cosinus de l'arctangente de mu s. Voilà.